Sur les petites valeurs, quel potentiel? Question qu'on pose régulièrement. Jocelyn Joven est avec nous pour Morningstar et Sustainalytics. Bonjour Jocelyn, ravi de vous retrouver. Les petites valeurs sont pas à la fête, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles ont affiché l'an dernier de moins bons résultats que les grandes valeurs. Et en fait, on en parle beaucoup pour l'année 2023, mais ce phénomène-là de sous-performance n'est pas nouveau. Oui, en effet. Alors, les petites valeurs de la zone euro sont dans une phase difficile depuis 2018. Si vous comparez le rendement cumulé d'un indice zone euro de petites valeurs sur 3 ans, il a perdu 4% par an en moyenne, quand les grandes valeurs ont gagné 10,5% par an, soit un écart, tenez-vous bien, de 15 points de pourcentage. Même sur une période de 10 ans, les petites valeurs de la zone euro affichent des performances positives, mais toujours en retrait sur les grandes valeurs, avec un gain annuel moyen de 5,7% contre 6,9% pour les grandes valeurs. Et le plus surprenant, c'est la performance de la classe d'actifs sur un an, puisqu'elle a perdu 11%, alors que les grandes capitalisations ont gagné 12,2%. Autrement dit, dans le mouvement de rebond des actifs risqués l'an dernier, les petites valeurs de la zone euro sont restées au bord du chemin. Quelles sont les causes de ce désamour, Jocelyn? Alors, si on regarde les facteurs uniquement techniques, comme la collecte, les fonds de petites valeurs zone euro ont subi un mouvement de décollecte assez important, qui a fait beaucoup de tort à la classe d'actifs. Depuis 2018, les données Morningstar montrent que les 43 fonds de petite capitalisation de la zone euro que nous suivons ont subi une décollecte cumulée de 1 milliard d'euros. Alors, qui dit sortie de capitaux dit risque de liquidité accrue, d'où une plus grande vigilance des gérants sur ce point. À cela s'ajoute un marché des introductions en bourse un peu plus difficile, animé par quelques grosses opérations l'an dernier, mais au final, plusieurs opérations étaient décalées ou annulées dans les marchés qui, on l'a bien vu l'an dernier, ont été assez volatiles. Qu'est-ce qui pourrait alimenter, du coup, puisqu'on parle de ces petites valeurs et on entend beaucoup d'experts nous dire « Ah, il y a quelque chose à faire désormais sur ces petites valeurs qui sont tellement en retard », qu'est-ce qui pourrait alimenter un rebond? Alors justement, l'espoir de certains gérants, c'est que la classe d'actifs a atteint un point de capitulation, c'est-à-dire que les investisseurs auraient pris en compte la plupart des mauvaises nouvelles dans leur scénario de valorisation des petites valeurs. La collecte, bien sûr, pourrait jouer un rôle, en particulier si les investisseurs sortent des fonds monétaires et reviennent plus massivement vers les fonds actions. La multiplication des opérations de rachat d'entreprises pourrait aussi jouer un rôle. L'an dernier, il y a eu 22 opérations de rachat recensées en Europe par Oddo BHF, avec des prix de valorisation qui ont été de 40% en moyenne. La question centrale, à mon avis, portera sur la capacité des petites valeurs d'afficher des rythmes de croissance bénéficiaire supérieurs aux grandes valeurs. Par exemple, en 2023, le consensus attend des progressions de profit des entreprises de petite taille de 5%, qui devraient passer à 12% en 2024 et 13,5% en 2025. Et si cette dynamique se confirme, cela pourrait jouer un rôle important pour la classe d'actifs, qui se traite d'ailleurs avec une décote de valorisation par rapport à sa moyenne historique. Alors on entend néanmoins que sur les small et mid cap, c'est compliqué d'investir parce qu'il faut investir titre par titre, bien suivre l'actualité de chaque valeur. Et contrairement aux très grosses capitalisations, les ETF, la gestion passive sur les small et mid cap, cette gestion passive est rare. C'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est en partie faux, pour répondre à votre question. En fait, la réalité, c'est que c'est la classe active des petites valeurs, c'est une classe très particulière où les titres sont généralement assez peu suivis par les brokers et le marché donc présente moins efficient que les large caps. Alors, un gérant, par exemple, qui dispose d'assez de ressources peut donc générer d'alpha, et c'est le cas de certains des gérants dont on va parler. Cela étant, la percée de la gestion passive est réelle, puisque sur les fonds qu'on étudie aujourd'hui, les 43 fonds, il y a 3 fonds qui sont passifs et qui représentent 21% des encours, un cinquième. Ceci crée davantage d'ailleurs de pression pour justifier des frais de gestion parfois élevés, par une capacité justement à délivrer de l'alpha de manière répétée. Du coup, si on devait comme ça apporter une idée de fonds de gestion passive pour investir dans les petites et moyennes valeurs, voilà, pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder titre par titre, est-ce qu'on peut en mettre en avant un fonds de gestion passive dans les small cap, Jocelyn? Alors, un fonds passif, on va prendre le moins cher. Il s'agit du Credit Suisse Equity New Small Cap Blue, qui affiche les frais les plus bas de la catégorie, un biais ESG avec un score de risque carbone de 9,67 et une note de durabilité Sustainalytics moyenne. C'est un fonds indiciel qui suit la performance de l'indice MSCI EMU Small Cap, lequel couvre environ 14% de la capitalisation boursière flottante des actions européennes. Il s'est classé à la limite du premier décile de sa catégorie l'an dernier. C'est un fonds qui notait Gold. Première idée. Et pour ceux qui préfèrent les fonds de gestion active, alors du coup les frais sont un peu plus élevés, mais il y a un choix de valeur peut-être un peu plus discriminé, peut-être l'objectif aussi de battre les indices. Est-ce qu'on peut en mettre un ou deux en avant, un ou deux fonds de gestion active dans les small caps?
Oui, alors je peux vous proposer deux idées du côté des fonds actifs. Les investisseurs peuvent considérer le fonds Lupus Alpha Sustainable Smaller Companies. C'est un fonds qui est noté Gold avec une note de durabilité 4 de 4 globes. C'est un fonds qui est premier décile de sa catégorie en 2023. Morningstar lui attribue la meilleure note grâce à la qualité de l'équipe de gestion, à sa grande stabilité autour du gérant Marcus Ratz, à sa capacité à générer de l'alpha sur un cycle de marché complet. Et le troisième fonds, c'est un fonds qui est noté bronze, c'est le Lazard Small Cap Euro. Ici encore, la grande qualité de cette stratégie réside dans la stabilité de l'équipe de gestion qui n'a pas vu de changement de gérant en 17 ans, ainsi que la capacité des gérants à générer un rendement excédentaire au cours des 5 dernières années. C'est un fonds qui est assez concentré avec 46 positions et 37% des actifs sont logés dans 10 valeurs contre 13% pour la moyenne de catégorie. Et comme on le disait, le seul point négatif de ces gestions actives, c'est le niveau des frais qui doit justement être justifié par une performance et de l'alpha. Et ces deux fonds ont des frais respectivement 1,83 et 1,94% qui est supérieur à la moyenne de la catégorie qui est de 1,69. Merci beaucoup. Jocelyn Joven, voilà des idées de fonds pour investir dans les small caps quand on n'a pas le temps de les choisir titre par titre. Effectivement, c'est important de pouvoir confier l'idée, le projet, l'objectif à des professionnels. Après, la gestion passive, c'est vrai, est moins cher. Les frais sont moins élevés. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Jocelyn Joven, depuis les bureaux de Morningstar.